expérimentation donc sur la base des archives et des vestiges médiévaux que j'ai pu étudier par le passé. Alors pour la partie technique, je me suis associé à Arnaud Conchon de la brasserie La Rustine, qui aurait dû venir présenter avec moi aujourd'hui et que je suis malheureusement chargé d'excuser auprès de vous. Voilà, c'est pas les flèches. Voilà. Donc, voilà, première expérimentation, et évidemment, premier problème rencontré, et première perspective aussi. Alors, sur quelle base reconstituer une brasserie médiévale? Alors, pour le matériel, nous nous sommes appuyés sur l'élément le plus couramment découvert en fouille et également représenté dans l'iconographie, c'est-à-dire le foyer de brassage en lui-même. Pour le Moyen Âge, la cuve matière repose généralement sur un massif maçonné en briques ou en pierre. Si on se base sur les inventaires médiévaux de brasserie en France, en Angleterre, même en Danemark, la cuve était en cuivre, en plomb ou en bois. Elle doit être à distance suffisante des flammes afin de ne pas caraméliser les sucres du malt. Donc, nous avons monté notre structure foyère avec des briques de four à pain récupérées et un chaudron en cuivre de 65 litres de contenance. Oui, je précise, j'ai oublié de préciser en introduction, on est aussi très modeste sur nos objectifs et notre processus parce que nous n'avons aucun budget dédié pour ça. Donc, l'essentiel de notre expérimentation est mené avec du matériel de récupération. En attendant de pouvoir faire mieux, c'est surtout le matériel disponible qui a conditionné les paramètres de notre expérimentation. Donc, voici quelques exemples synthétisés de foyers de brassage tels qu'on peut les retrouver en fouille ici pour le nord de la France. Et voici donc ce sur quoi nous sommes partis. Donc, avec notre four à pain qu'on a maçonné vite fait. On n'avait pas beaucoup de temps non plus. Je vous demanderai d'excuser la qualité de la maçonnerie. Avec un fourquet, par contre, dont nous sommes particulièrement fiers en haut à droite, puisqu'il est fait avec les barreaux du lit des enfants d'Arnaud, en bois non traité, hein, cela dit. Et donc avec les tonneaux qui lui servent, lui, à sa propre brasserie. Donc, pour cet essai, nous nous sommes basés sur le texte de Richard Arnold, le Custom of London, publié en 1503. Donc, pour brasser de la bière, 10 quartiers de malt, 2 quartiers de blé, 2 quartiers d'avoine, 62 poids mesure de houblon pour faire 60 barriques de bière simple. Alors, le seul élément qui manque à cette très jolie recette, très simple, c'est le volume d'eau. Du grain, c'est bien, mais il faudrait savoir dans combien d'eau il faut le mélanger. C'est un paramètre que l'on a, pour ainsi dire, jamais dans les recherches archivistiques. Le volume d'eau, c'est quelque chose qui n'est tout simplement pas mentionné. Alors après, pour ce ratio, il existe une fourchette technique, au-delà de laquelle le mélange va être soit impossible à brasser parce que trop épais, soit carrément insipide parce que trop dilué. Donc nous sommes partis sur un ratio intermédiaire de 3 pour 1. Donc le ratio technique, grosso modo, donc voilà, 4 volumes d'eau pour un volume de malt au-delà duquel on sera trop dilué et impossible à brasser avec le fourquet si on est à plus d'un volume de malt pour 2 volumes et demi d'eau. Pour rappel, la fenêtre thermique optimale de brassage se situe autour de 65 degrés. On parle d'une époque où on n'a pas de thermomètre. Et donc, la gestion de la température pour optimiser le processus, enfin pour obtenir au moins quelque chose de correct, hein, on n'est peut-être pas non plus dans l'optimisation, on est parti sur quelque chose d'empirique et d'assez simple, à savoir de mélanger 2 tiers d'eau bouillante et d'un tiers d'eau froide, à température ambiante. Au coup, ce sont des repères faciles à avoir et qui nous permettent d'avoir un résultat correct à l'arrivée. Alors, ce qui a été intéressant sur le fait d'expérimenter une telle structure de brassage, c'est qu'on était très inquiet sur la tenue de la température de notre eau, justement.
Eh bien, figurez-vous que l'inertie thermique des briques est excellente, puisqu'on a carrément été obligé de retirer les braises du feu tellement ça chauffait, malgré notre tout petit foyer de 60 cm, 70 cm de haut. Donc, on a retiré les braises du foyer. Mine de rien, on avait peur, donc nous, on a contrôlé avec un thermomètre, hein, je vous promets, avec les années et l'usage, j'arriverai à m'en passer. Et on a pu brasser le mélange pendant 1 heure à une température convenable uniquement sur l'inertie des briques. Alors pour la filtration, j'ai quelques textes anglais de la fin du Moyen Âge qui évoquent soit une cuve à double fond, donc un système de soutirage, soit un filtre en osier. Donc toujours conditionné par le matériel, nous avons récupéré un magnifique panier en osier à travers lequel nous avons filtré. Ça s'est très bien passé. Ça a été tout seul. Nous avons ensuite effectué un lavage des drèches, qui est mentionné notamment, par exemple, à l'abbaye anglaise de Beaulieu au XIIIe siècle, et procédé à une ébullition d'à peu près une demi-heure avant le houblonnage. Ce sont 2 étapes que l'on trouve aussi mentionnées dans le De Rustica au tout début du XVIe siècle. Alors, en guise de bac refroidissoir, nous avons récupéré un bac en pierre d'environ 15 litres, que nous avons posé sous notre filtre, vous voyez, pour tenter de refroidir notre mélange le plus vite possible. Le plus vite possible, ça a pris 2 heures. Donc là, par contre, on avait vraiment un problème de refroidissement et on avait très peur de contaminer notre bière avec une bactérie ambiante. Vous verrez le résultat tout à l'heure. Si vous êtes malade, c'est ma faute. Alors, pour en revenir sur la technique, le cuivre étant censé empoisonner les levures, la fermentation, elle, doit s'effectuer dans un contenant différent, un contenant en bois. C'est pour ça que nous avons directement ensemencé dans le tonneau en bois. Je présente l'ébullition. Et oui, on a ensemencé dans le tonneau en bois qui a recueilli notre production à la fin de, un peu comme ici, sur ces iconographies que je vous ai mises. Donc, le résultat, il est comestible, j'en parlerai tout à l'heure. On va évoquer brièvement les problèmes de cette expérimentation, puisque malgré tout, on sort quand même à différentes difficultés, notamment, premier lieu, avant même de commencer à brasser, ce sont les unités de mesure, dont les conversions sont loin d'être garanties. On se heurte toujours à des problèmes de conversion. Donc, on a surtout travaillé avec un système de rapport de volume entre les différents ingrédients pour contourner l'écueil. Donc, je vous l'ai dit, on a contrôlé avec un thermomètre parce qu'on n'était pas encore sûr de nous. Mais je pense que le mélange de tiers un tiers avec l'eau bouillante et l'eau à température ambiante est vraiment, je pense, la bonne solution empirique sur laquelle les gens de l'époque devaient s'appuyer. Alors, dans la chaîne opératoire, notre bac refroidissoir qui a été assez peu efficace, le refroidissement trop long a permis la reprise de la flocculation, c'est-à-dire du trouble dans la bière. Alors peut-être que notre matériel était sous-dimensionné, c'est une hypothèse crédible si on prend, alors je m'écarte du Moyen-Âge, mais si on se base sur notre bonne vieille encyclopédie de Diderot, on voit que les bacs, eux, sont beaucoup, beaucoup plus gros. Voilà. Autre difficulté, là aussi contournable, donc tout ce qui est tuyauterie et cuve en plomb. Il est évident qu'aujourd'hui, on ne se permettrait plus ça. Eux ne le savaient pas à l'époque, mais puisque les textes nous proposent d'autres matériaux possibles, ça n'était pas complètement un problème. Une chose importante à retenir aussi sur cette expérimentation, c'est la limite de la matière première. On travaille aujourd'hui avec des céréales modernes qui ont été modifiées par croisement, etc. Et qui, par exemple, pour brasser aujourd'hui, ne nécessitent plus de marquer le palier protéinique à 55 degrés. Je m'explique vite fait. Pour que l'amylase se fasse, il faut que les chaînes d'amidon, pour être brisées et transformées en sucre, dans les variétés anciennes de céréales,
ces chaînes étaient beaucoup plus longues et il n'est pas certain que le travail aurait pu se faire correctement, le travail de saccharification. C'est pour ça qu'il fallait marquer un premier, il faut probablement, on n'est pas sûr, il faut probablement marquer un premier temps, un premier palier dans la température pour que ces chaînes d'Hamilton soient d'abord cassées avant de pouvoir monter à 68 degrés où là, elles pourront faire leur travail et qu'on aura une saccharification correcte pour si on veut tirer un peu quelque chose de notre jus. Les céréales d'aujourd'hui ont été travaillées, ont des chaînes d'amidon beaucoup plus courtes qui ne nécessitent plus ce phénomène-là. Alors, les premières perspectives, puisque je vous l'ai dit, ce n'est qu'un coup d'essai, j'entends bien poursuivre l'opération, avec des choses à améliorer puisqu'on est déjà conscient de nos limites, et puis des choses à étendre de processus. On va notamment tester davantage notre recette puisqu'on a une fourchette technique d'empâtage. On va la tester en tirant un peu sur les extrêmes de cette fourchette technique. On va tester d'autres recettes pour savoir si finalement on arrive à un produit comparable ou si on a vraiment des différences importantes entre les bières en circulation pour ces époques-là. On va expérimenter la cuve en bois, dont je vous reparlerai demain sur les brasseries monastiques. On va améliorer l'équipement de la brasserie, puisque pour l'instant, on est un peu juste, hein. Et puis, on va surtout tester la conservation, puisque donc on a ensemencé dans le tonneau, mais c'est un tonneau de 200 litres. Je vous avoue qu'on n'a pas brassé en 4 brassins d'affilée pour pouvoir remplir notre tonneau. Donc, on n'avait pas de petits tonneaux, ça coûte affreusement cher, les petits tonneaux. Donc voilà, mais il faut quand même qu'on trouve le moyen d'ajuster en fait notre production à nos outils ou l'inversement, mais en tout cas qu'on mette ça en phase, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis une piste pour essayer d'aller plus avant par rapport à ce que je vous évoquais sur l'évolution des chaînes d'amidon dans les céréales actuelles, c'est peut-être de procéder nous-mêmes au maltage des céréales et voir si on arrive à obtenir quelque chose de ce point de vue-là. Alors, puisqu'on est dans la technique, un petit rappel aussi. Les textes médiévaux l'ont oublié, nous allons essayer de ne pas l'oublier, c'est l'importance de l'eau et notamment de son pH qui conditionne techniquement, au moins en partie, la chaîne opératoire et le produit fini avec le schéma que je vous ai résumé en haut. Même si effectivement on peut partiellement corriger la chose avec un malt plus torréfié, mais ce qui marche dans un sens d'ailleurs ne marche pas dans l'autre. Alors du coup, notre produit fini, puisque c'est quand même ce qui vous intéresse tous, j'ai bien compris. Donc, où se situe cette première bière? On obtient une bière blonde, donc comme je vous l'avais promis, bien trouble. Alors, une absence de mousse, mais ça, on s'y attendait. Puisque effectivement notre tonneau n'est pas hermétique, tout le CO2 c'est naturellement assez vite dilué dans l'atmosphère. Donc il est possible que si on remplissait vraiment notre tonneau bloc, il y aurait moins de déperdition dans l'atmosphère, dans l'air, et qu'on conserve un petit peu de pétillance sur cette bière. Là, vous allez être surpris quand vous allez la goûter tout à l'heure. Du coup, elle est quasi plate. Mais après, ils ont certainement eu ce paramètre-là aussi. Donc, il est possible, il faut garder à l'esprit qu'eux buvaient peut-être de la bière plate aussi. Certains textes anglais, de la fin du Moyen-Âge aussi, parlent de bière fraîche ou éventée. Donc, c'est quand même la piste numéro 1, c'est la bière fraîche, c'est qu'il nous reste encore un peu de gaz, et la bière éventée, c'est qu'on est déjà parti sur la bière toute plate, ce qui ne semblait pas les déranger gustativement parlant. Si on reprend notamment le texte de William Harrison, pour lui, ce qui lui importe, c'est la couleur. À la fin du XVe siècle, pour les Anglais, une bonne bière doit être une bière claire, donc une bière blonde, si je traduis bien.
Mais il faut savoir, par exemple, si on en revient à la question du pH de l'eau, que les Anglais avaient une eau acide. Enfin, ont toujours d'ailleurs, ça n'a pas changé. Donc voilà. Ah oui, des derniers paramètres que je ne vous ai pas cités. Donc on a fait une petite mesure. Elle fait 6,2% d'alcool, ce qui nous ramène à une bière commune aux standards, à nos standards actuels. Donc, qui nous permet aussi de poser un jalon pour réfléchir, puisqu'on essaye souvent, quand on se lance dans l'expérimentation, de comprendre ce, quelle était finalement la conception des gens de l'époque sur la bière. Est-ce que c'est un aliment? Est-ce que c'est un alcool festif, récréatif? Alors, pour le Moyen Âge, ce qu'on peut déjà dire par rapport aux communications qu'on a eues précédemment, c'est qu'on n'est pas du tout dans de la bière de rituel. On n'est pas dans la bière de cérémonie, de fête, telle qu'on en a beaucoup évoqué aujourd'hui. La bière médiévale européenne, ça n'est pas ça. Si on reprend certaines consommations, en fait, c'est la boisson de la journée, donc, mais on sait qu'il ne la dilue jamais. Donc, le taux d'alcool va être super important euh, à déterminer. C'est pour ça que j'entends bien travailler encore d'autres recettes et vérifier ce taux d'alcool, parce que si on s'en tient au texte et qu'on travaille dans les champs tout en s'enfilant 2,5 litres de bière à 6 degrés en plein soleil, je ne veux pas voir la fin du travail dans les champs. Je vous remercie beaucoup de votre attention.